Salut, je m'appelle Marc. Et j'ai vu de mes propres yeux le lieutenant Chevalier, notre ingénieur en chef, rire au nez d'un gamin de 10 ans pendant que notre sous-marin, le Vigilant, coulait vers les abysses. Ce gamin, c'était Jules, le fils de notre ancien chef mécanicien, mort à bord quelques semaines plus tôt. On était tous là, 130 marins, à attendre la fin, condamnés par une panne que les meilleurs experts déclaraient insoluble. Le commandant, anéanti, s'apprêtait à envoyer notre dernier message. Une ambiance de tombeau. Vous vous êtes déjà senti complètement invisible, au moment précis où vous saviez que vous aviez la seule réponse qui comptait? Avant que je vous raconte comment ce gamin a utilisé un simple souvenir de son père pour nous sauver la vie, commentez juste d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la tête de Chevalier quand les moteurs sont revenus à la vie. Tout avait commencé par un choc sourd, brutal, une montagne, sous-marine qui n'était sur aucune carte. Après la panique initiale, les alarmes stridentes avaient laissé place à un silence encore plus terrifiant, seulement troublé par les grincements sinistres de la coque sous la pression. Les lumières de secours rouges baignaient nos visages dans une lueur infernale. Le problème était simple et sans appel. Les pompes de refroidissement du circuit secondaire étaient mortes. Plus de propulsion, plus d'électricité, ou presque, juste les batteries qui se vidaient inexorablement. Nous étions un cercueil d'acier en chute libre, et chaque mètre nous rapprochait de la profondeur d'écrasement. Le lieutenant Chevalier, après des heures de diagnostic, avait été formel devant le commandant Renaud. C'est une panne catastrophique. Il n'y a rien à faire. C'est terminé. La sentence était tombée, glaciale et définitive. Et au milieu de cette apocalypse contrôlée, il y avait Jules, assis sur une caisse à outils dans un couloir, silencieux, presque transparent. Il n'était pas une mascotte, il était un fantôme. Le fils de notre ancien chef que le commandant ramenait à Brest pour les funérailles. Quelle ironie tragique. Le gamin était maintenant piégé dans le tombeau de son père. Je l'observais parfois. Il ne jouait pas. Il passait ses doigts sur les cloisons, les yeux fermés, comme s'il écoutait quelque chose que nous n'entendions pas. Son père lui avait appris à sentir le pouls du bateau. Pour nous, sa présence était un rappel constant de notre camarade perdu et un poids sur notre conscience. Pour lui, ce sous-marin n'était pas une machine, c'était la dernière chose qui le reliait à son père. L'atmosphère à bord était devenue irrespirable. Ce n'était plus de la peur, c'était une résignation disciplinée, ce qui est bien pire. Chacun s'occupait à des tâches futiles, une façon de ne pas penser. Certains écrivaient des lettres qu'ils glissaient dans des bouteilles thermos, un geste absurde mais humain. Le silence dans la salle de contrôle était assourdissant, rompu seulement par les ordres à voix basse et les criques angoissants de la coque qui se contractait. Le commandant Renaud semblait avoir vieilli de 20 ans en quelques heures. Son regard passait des instruments morts à la silhouette frêle de Jules, et je pouvais lire toute la culpabilité du monde dans ses yeux. Il l'avait emmené avec lui pour le protéger, et il l'emmenait finalement vers la mort. La pression de l'eau nous écrasait, mais celle de la culpabilité l'étouffait. Le lieutenant Chevalier, lui, semblait presque soulagé. Pas par la situation, bien sûr, mais par le fait d'avoir un diagnostic clair, une certitude, même si cette certitude était notre condamnation. C'était un homme de manuel, de protocole. Pour lui, la machine avait parlé à travers ses capteurs, et le verdict était sans appel. Toute discussion était inutile. Il voyait Jules comme une anomalie, une distraction sentimentale dans une crise purement technique. Plusieurs fois, je l'avais entendu dire au second de garder le gamin à l'écart du poste de commandement et surtout de la salle des machines. Il ne supportait pas son regard silencieux, comme si ce gamin de 10 ans portait en lui un savoir ancestral qui échappait à ses propres diagnostics ultramodernes. L'arrogance de l'expert face à l'inconnu, c'est une chose dangereuse dans un sous-marin. Alors que le commandant Renaud prenait le micro pour dicter ce qui serait le dernier message du Vigilant, l'impensable se produisit. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Jules, profitant d'un moment d'inattention générale, se glissa hors du couloir. Il passa devant le garde posté près de la salle des machines, un jeune matelot dont le regard était perdu dans le vide. Personne ne le vit ou personne ne voulut le voir. Il poussa la lourde porte étanche et entra dans le cœur silencieux du monstre d'acier. La salle des machines, autrefois un vacarme assourdissant de puissance, était maintenant une cathédrale de métal mort. Il était seul, un enfant au milieu des turbines inertes, dans le sanctuaire de son père,
prêt à écouter ce que les machines ne disaient plus aux hommes. Je l'ai vu faire, depuis le seuil de la porte que j'entrebâillais. Il n'a pas couru vers les consoles de diagnostic modernes, celles que Chevalier et son équipe avaient scrutées jusqu'à en perdre la raison. Non, il s'est dirigé vers le corps massif de la pompe principale, un monstre de métal et de tuyaux qui dormait dans l'obscurité. Il a posé ses 2 petites mains sur la coque métallique froide, a fermé les yeux et est resté là, immobile. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait ressemblé à une prière d'enfant, un geste touchant mais inutile. Mais je savais ce qu'il faisait. Il n'était pas en train de prier, il écoutait. Il cherchait ce pouls dont son père lui parlait tout le temps, la vibration secrète que seuls les vrais mécaniciens, ceux qui ont de l'huile et non du sang, dans les veines, pouvaient sentir. Et puis, son expression a changé. C'était à peine perceptible, un léger froncement de ses sourcils. Il s'est déplacé, contournant la machine, ses doigts glissant sur les joints et les boulons. Il a collé son oreille contre une conduite d'admission secondaire, un endroit que les capteurs numériques ignoraient complètement. Et là, j'ai compris qu'il avait trouvé quelque chose. Ce n'était pas le bruit de la mort, les craquements de la coque que nous entendions, tous. C'était autre chose. Une sorte de murmure faible, irrégulier, une vibration anormale, presque un hoquet. Pour nous, c'était un bruit de fond insignifiant. Pour lui, c'était le symptôme. Le diagnostic que des millions d'euros de technologie n'avaient pas pu poser, un gamin de 10 ans venait de le faire avec la paume de sa main et son oreille. Il a jailli de la salle des machines comme une flèche, le visage grave, animé d'une urgence qui contrastait violemment avec la résignation mortelle qui nous avait tous saisis. Il a déboulé dans le poste de commandement au moment exact où le commandant Renaud portait le micro à ses lèvres pour prononcer notre oraison funèbre. Tout le monde s'est retourné, surpris par cette intrusion. Le silence était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Le commandant a baissé le micro, son regard passant de la surprise à l'agacement. « Jules, retourne dans le couloir, s'il te plaît », a-t-il dit, sa voix douce mais ferme, celle d'un homme qui n'a pas le temps pour les enfantillages au seuil de la mort. Mais Jules n'a pas bougé, ses yeux fixés non pas sur le commandant, mais sur le lieutenant Chevalier. « Elle n'est pas cassée », a dit Jules d'une petite voix, mais claire et sans la moindre trace de peur. « Elle a soif. » Le lieutenant Chevalier a eu un petit rire sec, un son horrible dans ce silence de cathédrale, un rire de pure condescendance. « Soif? Qu'est-ce que tu racontes, gamin? C'est une machine, pas un animal de compagnie. » Il s'est tourné vers le commandant, un air d'exaspération sur le visage. « Mon commandant, s'il vous plaît, faites sortir cet enfant. Nous avons des procédures à respecter, même à la fin. Ce n'est pas le moment pour les contes de fées. » L'humiliation était palpable. Chevalier ne rejetait pas seulement une idée, il écrasait l'espoir d'un enfant devant tout l'équipage, le traitant comme un idiot qui ne comprenait rien à la gravité de la situation. Je regardais le commandant Renaud. Son visage était un masque de conflit. D'un côté, il y avait Chevalier, son ingénieur en chef, l'homme de science et de protocole qui lui disait que tout était fini. De l'autre, il y avait ce gamin, le fils de son meilleur ami, qui le regardait avec une certitude absolue, une conviction qui défiait toute logique. Renaud était un homme de la vieille école. Il croyait en la hiérarchie et en la procédure. Mais il avait aussi passé 30 ans en mer, et il savait que parfois, les machines avaient une âme, une personnalité que les manuels ne décrivaient pas. Il était coincé entre la raison qui le condamnait et une intuition folle qui lui murmurait qu'il y avait peut-être autre chose. Son regard allait de l'ingénieur arrogant au garçon déterminé, et le destin de 130 hommes reposait sur sa décision. Chevalier, sentant peut-être l'hésitation du commandant, a enfoncé le clou, son ton devenant professoral et méprisant. Un blocage de vapeur dans le circuit d'amorçage. C'est ça que ton père t'aurait raconté. C'est une impossibilité technique sur ce modèle, mon commandant. Les purges automatiques sont redondantes. Nous les avons vérifiées 3 fois. Les capteurs sont formels. C'est une panne matérielle irréversible au niveau des turbines de la pompe. Le gamin est en état de choc, il mélange les souvenirs et la réalité. C'est tragique, mais c'est ainsi. Chaque mot était une pelletée de terre sur le cercueil de notre espoir, une façon de dire à Jules et à la mémoire de son père qu'ils n'étaient que des reliques d'un temps révolu, dépassé par la technologie moderne. Mais Jules n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Sa détermination s'est durcie. Il a fait un pas en avant, a dépassé Chevalier et a posé son doigt sur un petit cadran analogique, un manomètre situé tout en bas du panneau de contrôle principal couvert de poussière,
un de ces vieux indicateurs que plus personne ne regardait. Papa l'appelait le cœur révélateur, a-t-il dit, sa voix ne tremblant pas. Il disait que même si tout le restement, lui, il dit la vérité. Il devrait vrombir doucement. Là, il chuchote. Soudain, le conte de fées avait un nom. Il avait un emplacement. Ce n'était plus une histoire de soif, c'était une donnée physique. Un point précis sur un tableau de bord. Un défi direct, tangible, à l'expertise infaillible de Chevalier. Tout le monde s'est penché pour regarder ce petit cadran oublié. Un silence de mort s'est abattu sur le poste de commandement. Tous les regards, y compris le mien, ont convergé vers ce petit cadran oublié, couvert d'une fine pellicule de poussière. C'était absurde. 130 marins, des experts de la marine, des ingénieurs surentraînés, et notre dernier espoir reposait sur un indicateur analogique que personne n'avait consulté depuis des années, et sur la parole d'un enfant. Chevalier a laissé échapper un soupir exaspéré, le son d'un homme qui a épuisé sa patience. « Mon commandant, c'est un manomètre de pression d'huile auxiliaire. Il est obsolète. Les diagnostics numériques le contournent. Il n'a aucune pertinence. C'est du folklore de mécanicien, des histoires de vieux loups de mer que son père lui racontait pour l'endormir. Nous perdons un temps précieux. » Il parlait avec l'assurance glaciale de celui qui détient la vérité scientifique, et pour lui nous étions en train de sombrer dans la superstition. Le commandant Renaud n'a pas répondu tout de suite. Il est resté silencieux, son regard allant du visage arrogant de Chevalier à celui intensément sérieux de Jules. Je pouvais presque entendre le combat qui se livrait dans sa tête. La logique, le protocole, sa formation, tout lui criait de suivre l'avis de son ingénieur en chef. C'était la procédure. Mais il y avait autre chose dans ses yeux. Le souvenir de son ami, le père de Jules, un homme qui parlait à ses machines comme à des êtres vivants et qui résolvait des pannes que les manuels ne prévoyaient pas. Il voyait cet homme dans le regard de son fils. Et puis, il y avait la dure réalité. La logique de Chevalier nous avait déjà condamnés. Il n'y avait plus rien à perdre. Le silence s'étirait, chaque seconde alourdie par la pression croissante de l'eau sur la coque. Finalement, le commandant Renaud a pris sa décision. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement fixé Chevalier et d'un ton calme mais qui ne laissait place à aucune discussion, il a prononcé les mots qui ont fait basculer notre destin. « Lieutenant, vous allez écouter le garçon. Ce n'était pas un ordre, c'était un séisme. Une violation flagrante de la chaîne de commandement et de la logique hiérarchique. L'onde de choc a parcouru l'équipage. Des murmures étouffés, des regards incrédules. Le visage de Chevalier est passé de l'arrogance à une fureur blanche et contenue. C'était plus qu'un désaveu, c'était une humiliation publique. Être forcé d'obéir à ce qu'il considérait comme le délire d'un enfant traumatisé, devant les hommes qu'il commandait. Il a serré les poings, sa mâchoire contractée. Mais un ordre du commandant est un ordre. Il a hoché la tête, un mouvement sec et rageur. Sans un mot, Chevalier a fait demi-tour et s'est dirigé vers la salle des machines. Deux de ses ingénieurs, visiblement mal à l'aise, lui ont emboîté le pas. Jules, lui, n'a pas attendu. Il s'est faufilé devant eux, comme s'il savait exactement où il allait. Je les ai suivis, curieux et terrifiés à la fois. Leurs pas résonnaient dans les coursives métalliques, un son étrangement fort dans le silence, oppressant du sous-marin. L'air semblait plus lourd, plus froid. Chaque craquement de la coque nous rappelait que le temps nous était compté. Ce n'était plus une simple inspection technique, c'était un pèlerinage vers l'inconnu, guidé par un enfant qui semblait porter sur ses frêles épaules tout le savoir ancestral des mécaniciens de la vieille école, un savoir fait d'instinct et de sensations, bien loin des lignes de code et des capteurs électroniques. Arrivé dans la salle des machines, l'atmosphère était encore plus pesante. L'odeur d'huile froide et d'ozone stagnait. Jules n'a pas perdu une seconde à regarder les consoles de diagnostic éteintes. Il a marché avec une assurance déconcertante jusqu'au cœur du monstre de métal, là où se trouvait le système de vannes manuel, un enchevêtrement de tuyaux et de volants rouges que l'on n'utilisait que lors des maintenances majeures au port. Chevalier et ses hommes se sont arrêtés derrière lui, leurs lampes torches balayant la pénombre, révélant la poussière et les légères traces de rouille sur ces mécanismes oubliés. Le contraste était saisissant. La technologie de pointe, vaincue, face à la mécanique la plus rudimentaire, et au milieu, un gamin qui semblait être le seul à comprendre le langage secret de la machine. Jules a pointé du doigt un gros volant de vanne, situé sur une conduite de dérivation que les schémas modernes considéraient comme redondante. « C'est ici », a-t-il dit simplement.
Papa disait qu'une machine, c'est comme nous. Quand elle a peur, elle retient son souffle. Ça crée une bulle d'air dans ses poumons, et après, elle ne peut plus boire, même si elle a soif. Il faut purger la ligne. Il faut la laisser expirer avant qu'elle puisse aspirer à nouveau. Le lieutenant Chevalier a écouté cette explication, le visage fermé. C'était une métaphore d'enfant, une poésie mécanique qui n'avait sa place dans aucun manuel d'ingénierie navale. Pourtant, l'idée d'un blocage de vapeur, une bulle d'air, comme disait Jules, était techniquement plausible, même si les systèmes automatiques étaient censés l'empêcher. La simplicité désarmante de la solution le mettait hors de lui. Chevalier se tenait là, piégé entre son orgueil d'expert et l'ordre direct de son supérieur. Il a balayé le volant de sa lampe torche, comme pour y chercher une faille logique. Puis son regard s'est posé sur Jules, qui le fixait avec une patience infinie, sans une once de triomphe. C'était peut-être ça qu'il a finalement décidé. L'absence de défi dans les yeux de l'enfant. Il s'est tourné vers un de ses matelots, un colosse nommé Bazin. « Ouvrez cette vanne. » Lentement. Sa voix était rauque, pleine d'une colère mal contenue. Bazin a attrapé le volant rouillé à 2 mains, a planté ses pieds solidement sur le caillebotis métallique et a commencé à forcer. Le métal a grincé, un son horrible de résistance, comme un os qui refuse de se plier. Rien ne bougeait. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. Le grincement du métal a cessé aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant place au seul son de la respiration lourde de Bazin. Le volant de la vanne n'avait pas bougé d'1 millimètre. Le silence qui a suivi était une sentence. J'ai vu le lieutenant Chevalier fermer les yeux un instant, non pas de désespoir, mais de soulagement exaspéré. C'était le « je vous l'avais bien dit », le plus assourdissant que je n'ai jamais entendu. Il a rouvert les yeux et a planté son regard dans celui du commandant, un regard qui disait « Voilà, c'est fini. Avons-nous terminé avec cette mascarade ?» L'infime lueur d'espoir qui avait traversé l'équipage s'est éteinte comme une allumette sous une trompe d'eau. La résignation, glaciale et amère, reprenait ses droits dans le cœur silencieux du sous-marin. On pouvait presque la toucher du doigt, cette chape de plomb de la défaite. Chevalier a pris une profonde inspiration, redressant les épaules, reprenant sa posture d'ingénieur en chef qui a « toujours raison, même face à la mort. Mon commandant » a-t-il commencé, sa voix soigneusement dépourvue d'émotion, mais chargée d'une ironie cinglante. « Avec tout le respect que je vous dois, nous perdons un temps que nous n'avons plus. Cette vanne est grippée, saisissée par des années de non-utilisation et la corrosion. C'est une impasse mécanique. Nous avons suivi le caprice de l'enfant. Maintenant, nous devons revenir aux procédures, aux réalités. » Chaque mot était choisi pour rabaisser. L'intuition de Jules au rang de fantaisie, pour réaffirmer la suprématie de la logique sur ce qu'il considérait comme une superstition de mécanicien. Il voulait que le commandant admette son erreur, qu'il se range à nouveau derrière la science, même si cette science nous condamnait tous. Le poids de l'échec est retombé sur nous, plus lourd encore qu'avant. Avoir espéré, ne serait-ce qu'une seconde, rendait le désespoir plus profond, plus personnel. Je regardais les visages de mes camarades, des masques de cire éclairés par la lueur blafarde des lampes torches. Tous les regards se sont détournés de la vanne, comme si elle était devenue le monument de notre dernière et vaine tentative. Je me suis tourné vers Jules, m'attendant à voir le visage d'un enfant anéanti, les larmes aux yeux, brisées par la dure réalité. Mais il n'y avait rien de tout ça, il n'était pas abattu. Au contraire, il fixait l'enchevêtrement de tuyaux avec une concentration si intense qu'il semblait en percer le métal. Il n'observait pas la défaite, il analysait un problème. Son calme était la chose la plus terrifiante et la plus fascinante dans cette salle des machines. Soudain, sa petite voix a de nouveau percé le silence. « On ne lui crie pas dessus », a-t-il dit, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Papa disait toujours qu'une vieille mécanique, c'est comme une vieille dame sourde. Si on lui crie dessus, elle se bloque. Il faut lui parler gentiment. Il a tendu son petit doigt, non pas vers le grand volant rouge, mais vers un petit robinet de purge en laiton, à peine visible sur le côté du corps de la vanne, un détail que même un ingénieur chevronné aurait pu ignorer. Il faut d'abord relâcher la pression juste ici. C'est comme la laisser reprendre son souffle, avant de lui demander de courir. Encore une fois, ce n'était pas une explication technique, c'était une histoire, une fable de métal et de vapeur, une vérité qui n'existait dans aucun manuel. L'arrogance de Chevalier était sur le point d'exploser en une réprimande cinglante
quand un craquement monstrueux a secoué toute la structure du sous-marin. Ce n'était plus un gémissement, c'était une fracture. Les lumières de secours ont clignoté, plongeant la salle dans une semi-obscurité angoissante pendant une seconde interminable. L'interphone a grésillé, et la voix paniquée du poste de commandement a hurlé à travers le haut-parleur. « Commandant, la coque, on a un rapport de rupture structurelle sur le pont arrière. La pression est critique. On ne tiendra pas plus de quelques minutes. » La fin n'était plus une certitude lointaine. Elle était là, à notre porte, en train de frapper avec une violence inouïe. Le temps des débats, des doutes et de l'orgueil venait de s'achever brutalement. Il ne restait plus que le temps de l'action, quelle qu'elle soit. Le commandant Renaud n'a plus regardé Chevalier. Il l'a complètement ignoré, comme s'il n'existait plus. Son visage, auparavant ravagé par le doute, était maintenant dur comme le roc, gravé par une décision irrévocable. Il a posé une main sur l'épaule de Jules, un geste qui valait tous les ordres du monde. « Fais-le, Jules », a-t-il dit, sa voix basse, mais incroyablement puissante. « Montre-nous comment on lui parle. » Ce n'était plus une suggestion, c'était un transfert de commandement. Le destin des 130 hommes du Vigilant ne reposait plus sur la hiérarchie militaire, ni sur les diplômes d'ingénieur, mais sur la mémoire d'un père transmise à son fils, de 10 ans. Bazin, le colosse qui avait échoué, a reculé, laissant le champ libre à l'enfant, son visage un mélange de stupeur et de respect naissant. Jules n'a pas hésité. Il s'est approché du monstre de métal. Il était trop petit et trop frêle pour manipuler les outils lourds. Il a simplement pris une petite clé à molette qui traînait sur un établi. Il ne l'a pas utilisée pour forcer quoi que ce soit. Il s'en est servi comme d'un marteau de fortune. Ignorant le grand volant qui avait résisté à la force de Bazin, il s'est concentré sur le petit robinet de purge en laiton qu'il avait désigné. Il l'a frappé, pas fort, mais avec une précision chirurgicale. Un coup sec, puis 2 autres, rapides et rythmés. Tac, tac, tac. Un code secret, une percussion que seul un initié pouvait connaître. Le bruit a résonné dans la salle, dérisoire face au craquement de la coque. Puis, un silence absolu s'est installé, suspendu à ce geste d'enfant qui défiait toutes les lois de la physique et de la raison. Et puis il y eut un son, pas le craquement de la coque, pas le bruit de nos respirations retenues. Un son minuscule, presque insultant dans son insignifiance. Un pchit, un sifflement ténu et bref, comme de l'air s'échappant d'un pneu crevé, qui a jailli du petit robinet en laiton au moment où la clé de Jules l'a frappé pour la 3e fois. Chevalier a eu un rictus, comme s'il s'apprêtait à dire « Et alors ?» Mais le son n'a pas cessé. Il s'est transformé en un chuintement. Constant, le son indubitable d'une poche d'air sous pression qui se vidait. C'était exactement ce que Jules avait décrit. La machine était en train d'expirer, de relâcher ce souffle qu'elle retenait depuis des heures. Le silence dans la salle des machines devint absolu. Chaque marin tendant l'oreille vers ce miracle acoustique, ce murmure de vie dans le tombeau d'acier. Le chuintement a duré peut-être 10 secondes, qui nous ont paru une éternité. Puis il a été remplacé par un autre son, un gargouillis profond, suivi d'un bruit de succion puissant et presque violent. L'eau de mer, enfin libérée de la poche d'air qui bloquait le circuit, s'engouffrait dans la tuyauterie avec la soif d'un homme du désert. Les tuyaux se sont mis à vibrer, non plus sous l'effet de la pression extérieure, mais sous la force de ce flux interne et salvateur. C'était un son organique, vivant. La machine buvait. Bazin, le colosse, a posé une main sur le grand volant rouge qui lui avait résisté quelques minutes plus tôt. Sans le moindre effort, juste avec la pression de sa paume, il l'a fait tourner d'un quart de tour. La vanne n'était plus grippée. La pression était équilibrée. Elle s'est ouverte avec un léger « clac ». Dans le poste de commandement, le spectacle était encore plus surréaliste. Sur le panneau de contrôle, les aiguilles des manomètres de pression du circuit de refroidissement, qui étaient collés à 0 depuis le début de la crise, ont soudainement frémi. Puis, comme réveillées, d'un long sommeil, elles ont grimpé en flèche, traversant la zone rouge pour se stabiliser fermement au milieu de la zone verte. Les voyants d'alarme rouge se sont éteints, les uns après les autres, remplacés par le clignotement rassurant des témoins verts de fonctionnement normal. Le lieutenant Chevalier se tenait devant la console, le visage blême. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses yeux fixant les indicateurs comme s'ils affichaient une hérésie. Toute sa science, tous ses diagnostics, toute sa certitude venait de s'effondrer face à un gamin armé d'une clé à molette et d'une histoire de son père. Le commandant Renaud n'a pas dit un mot.
Il a simplement posé sa main sur l'interrupteur principal de la pompe, un geste que, quelques minutes plus tôt, il n'aurait jamais osé faire. Il a regardé Jules, un regard qui n'était plus celui d'un tuteur responsable, mais celui d'un homme qui s'en remet à une autorité supérieure. Puis, il a appuyé. Il y eut un clic sonore, suivi d'un silence d'une fraction de seconde qui a pesé une tonne. Et puis un bourdonnement, un son grave, faible au début, qui a enflé, s'est amplifié, jusqu'à devenir ce grondement puissant et régulier que nous connaissions tous par cœur. Le cœur du vigilant battait à nouveau. Le son de la vie, de la puissance, de l'espoir a rempli la salle des machines, chassant les craquements de la coque et le silence de la mort. C'était la plus belle symphonie que j'ai jamais entendue de ma vie. Personne n'a applaudi, personne n'a crié de joie. L'émotion était trop forte, trop profonde pour une telle manifestation. C'était un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux. J'ai vu des marins vétérans, des durs à cuire qui avaient tout vu, s'appuyer contre les cloisons, les yeux fermés, laissant échapper de longues et tremblantes expirations. La tension accumulée pendant des heures s'évacuait de nos corps comme l'air s'était échappé de la vanne. Le commandant Renaud s'est accroupi lentement jusqu'à être à la hauteur de Jules. Il n'a rien dit. Il a juste posé ses deux mains sur les petites épaules du garçon, et dans son regard, j'ai vu une gratitude si immense, si pure, qu'elle semblait pouvoir à elle seule nous ramener à la surface. Pour la première fois depuis des heures, l'air dans le sous-marin était de nouveau respirable. Le lieutenant Chevalier, lui, était resté figé. Il n'avait pas bougé de sa place devant le panneau de contrôle. Il regardait les hits de cet indicateur vert, les chiffres stables, la preuve irréfutable de son échec et de son humiliation. Puis, lentement, il a tourné la tête vers Jules. Son visage n'exprimait plus l'arrogance ni la colère, mais quelque chose de bien plus terrible pour un homme comme lui, une incompréhension totale. Il regardait ce gamin de 10 ans, non pas comme un enfant, mais comme une anomalie de l'univers, une faille dans la matrice de sa logique impeccable. Il venait d'assister à un miracle, non pas divin, mais mécanique, un miracle orchestré par un savoir qu'il avait méprisé et ridiculisé. L'homme qui avait toutes les réponses se retrouvait soudain sans la moindre question pertinente à poser. Son monde venait de basculer. Et au milieu de tout ça, Jules était calme. Il n'y avait aucune trace de triomphe sur son visage. Il a simplement regardé le commandant, puis Chevalier, et a dit d'une petite voix « Papa disait qu'il faut toujours écouter, même quand ça ne fait pas de bruit. » C'était la phrase la plus simple et la plus profonde que j'ai jamais entendue. Elle n'était pas seulement la clé de la réparation de la pompe, elle était la clé de tout ce qui venait de se passer. Chevalier avait regardé sans voir, Renaud avait entendu sans écouter. Seul Jules, avec son cœur d'enfant et la sagesse héritée de son père, avait su écouter le silence de la machine et comprendre ce qu'elle essayait de dire. Dans le grondement rassurant des moteurs, le vigilant avait commencé sa lente remontée vers la surface, arraché aux abysses non par la technologie, mais par la mémoire et l'amour. La remontée a duré des heures, une ascension lente et méthodique depuis les profondeurs qui avaient failli devenir notre tombeau. Le grondement régulier des pompes et des turbines n'était plus un bruit de fond, c'était une berceuse, le battement de cœur rassurant de notre sauveur d'acier. Personne ne parlait de ce qui s'était passé. C'était un secret trop lourd, trop sacré, pour être dissous par des mots. Mais le changement était partout. Les regards des marins ne se posaient plus sur Jules avec pitié, mais avec une sorte de respect craintif, comme s'il était devenu le gardien d'une vérité qui nous dépassait tous. Il n'était plus un fantôme dans les coursives. Il était le pouls du navire. Assis près de la console de navigation, il regardait les indicateurs de profondeur diminuer, avec le calme d'un vieux capitaine ramenant son bateau au port. Une fois revenu à la base de Brest, le commandant Renaud a dû rédiger son rapport. Ce document est devenu une pièce d'anthologie de la langue de bois militaire. Il n'y était question ni d'un enfant, ni d'une vanne grippée, ni d'une histoire de soif. Le rapport parlait d'une anomalie de capteurs non répertoriés ayant entraîné un blocage de vapeur par cascade inattendue, résolu par l'application d'une procédure manuelle de dérivation d'urgence non documentée. C'était techniquement vrai, et c'était un mensonge parfait. Il a sauvé la carrière du lieutenant Chevalier, qui aurait dû être traduit en cour martiale pour son incompétence face à la crise, et il a protégé Jules de l'attention dévorante de l'état-major et des médias. La vérité, la vraie, est restée notre secret, scellé à jamais dans la coque du vigilant.
et dans la mémoire des 130 hommes qui étaient à bord. Quelques jours plus tard, une cérémonie a eu lieu, mais pas une de celles avec des drapeaux et des discours officiels. Le commandant Renaud nous a réunis, une poignée d'entre nous dans la salle des machines, maintenant propre et silencieuse. Il a fait venir Jules. Devant la pompe qui nous avait presque tous tués, il a ouvert un petit coffret de velours. À l'intérieur se trouvait l'insigne de chef mécanicien du père de Jules. Il ne l'a pas donné à l'enfant comme un jouet. Il l'a pris et l'a épinglé sur le petit pullover de Jules. « Ton père serait fier », a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion. « Il nous a tous sauvés aujourd'hui, à travers toi. » Jules a simplement touché l'insigne en métal froid, son visage grave, comprenant le poids de l'héritage qui venait de lui être transmis. La transformation la plus spectaculaire a été celle du lieutenant Chevalier. Je l'ai vu, le lendemain, s'approcher de Jules dans une coursive déserte. Il ne s'est pas excusé, ce n'était pas son genre. L'orgueil était trop ancré en lui. Mais il s'est accroupi, pour se mettre à la hauteur du garçon, un geste qui en disait plus long que n'importe quel mot. Il est resté silencieux un long moment, puis il a demandé d'une voix basse, presque timide, « Jules, est-ce que ton père t'a appris d'autres choses sur les machines ?» Ce n'était pas une question, c'était une reddition. L'homme de science, l'ingénieur bardé de diplômes, demandait à un enfant de 10 ans de devenir son professeur. C'était l'aveu que tout son savoir ne valait rien face à l'instinct et à la transmission. Jules n'est jamais retourné à une vie d'enfant ordinaire. Comment aurait-il pu? Il a été adopté, non pas officiellement, mais par le cœur des 130 hommes de l'équipage du Vigilant. Il est devenu notre porte-bonheur, notre conscience silencieuse. Il passait ses journées sur la base, souvent dans les ateliers ou les salles des machines, jamais à jouer, toujours à observer, à écouter, à toucher le métal. Il n'a pas guéri de la perte de son père, mais il a trouvé une façon de le garder en vie. Il ne parlait plus seulement de son père, il parlait comme lui, avec ses mots, ses métaphores, sa compréhension intime du langage des machines. En nous sauvant, il avait trouvé sa propre ancre dans le monde, une famille de marins qui lui devait la vie et qui le protégeait comme le plus précieux des trésors. Cette histoire n'a jamais été écrite dans les registres officiels de la Marine nationale, mais elle est devenue une légende, une histoire que les vieux sous-mariniers racontent à voix basse aux jeunes recrues, dans les carrés, tard dans la nuit. L'histoire de l'enfant du Vigilant. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un rappel que la technologie la plus avancée, les protocoles les plus stricts, ne remplaceront jamais l'instinct, l'expérience et cette connaissance intime qui se transmet d'un père à un fils. Ce jour-là, dans les abysses, nous n'avons pas seulement été sauvés d'une mort certaine, nous avons appris que les réponses les plus importantes ne se trouvent pas toujours sur un écran, mais parfois dans le murmure d'une machine et dans le cœur d'un enfant qui a su l'écouter. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de confiance en soi, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa propre voie, même quand ce n'est pas ce que les autres attendent. Merci de m'avoir écouté. Cette histoire, bien sûr, n'a jamais été écrite dans les registres officiels de la Marine nationale, mais elle est devenue une légende, une histoire que les vieux sous-mariniers racontent à voix basse aux jeunes recrues, dans les carrés, tard dans la nuit, lorsque le bruit des machines semble avoir sa propre conversation. C'est devenu l'histoire de l'enfant du Vigilant. Ce n'est pas un conte de fées pour endormir les marins, c'est un avertissement, un rappel que la technologie la plus avancée, les protocoles les plus stricts et les diplômes les plus prestigieux ne remplaceront jamais l'instinct, l'expérience et cette connaissance intime qui se transmet non pas dans les livres, mais d'un cœur à un autre. C'est un rappel que parfois la chose la plus intelligente à faire, c'est d'arrêter de réfléchir et de commencer à écouter. Pour nous, l'équipage du Vigilant, ce n'était pas une légende, c'était une renaissance. L'incident a changé notre façon de voir notre propre navire. Nous avons réappris l'humilité. Avant, une alarme était une donnée, un fait. Après, une alarme était le début d'une question. On ne regardait plus seulement ce que les écrans nous disaient, mais aussi ce qu'ils ne nous disaient pas. On a recommencé à poser nos mains sur les cloisons, à écouter les vibrations, à sentir le pouls du géant d'acier qui nous transportait. Le lieutenant Chevalier est devenu un meilleur ingénieur ce jour-là. Pas parce qu'il a appris une nouvelle procédure, mais parce qu'il a appris qu'il y avait des choses que son savoir ne pouvait pas expliquer, et que la plus grande des compétences, c'est de savoir quand se taire et écouter
quelqu'un qui sait vraiment. Et Jules? Il n'est jamais devenu ingénieur diplômé, il n'a jamais suivi la voie officielle. Il est devenu quelque chose de bien plus précieux. Il est resté sur la base navale de Brest, élevé par une centaine de pairs en uniforme. Il est devenu l'oreille de la base. Quand une nouvelle frégate avait des problèmes de rodage, quand un vieux patrouilleur avait des douleurs que personne ne comprenait, on n'appelait pas seulement les ingénieurs. On allait chercher Jules. On le voyait, jeune homme maintenant, marcher silencieusement le long des coques, la main posée sur le métal, les yeux fermés. Il n'avait pas de diplôme, mais il avait un don, le don de son père. Il ne réparait pas les machines, il leur rappelait comment fonctionner. Ce jour-là, dans les profondeurs écrasantes où tous les protocoles avaient échoué et où l'espoir était mort, nous avons appris une leçon fondamentale. Nous avons appris que l'âme d'une machine, tout comme l'âme d'un homme, ne parle pas toujours en données binaires ou en rapports de diagnostic. Parfois, elle murmure ses secrets les plus profonds à un cœur qui sait écouter, un cœur qui n'est pas encombré par l'arrogance du savoir, mais qui est ouvert à la simplicité de la vérité. Le vigilant nous a appris que pour survivre, il ne suffit pas d'avoir les meilleures technologies. Il faut aussi avoir gardé une part de cette magie simple, cette connexion intuitive que nous perdons en devenant des experts. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de confiance en soi, de croire en sa propre intuition, même quand le monde entier lui dit qu'il a tort, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa propre voie, même quand ce n'est pas ce que les autres attendent ou comprennent. La sagesse se trouve souvent là où on la méprise le plus. Merci de m'avoir écouté.